Pour terminer cette soirée, on va accueillir non pas Mister Robot, mais un expert en fait en cybersécurité. D'accord? On ne va pas être dans de la fiction, on va être dans du concret. Yves Duchesne, il est également en expertise sur tout ce qui est intrusion des systèmes web et il donne également du conseil sur tout ce qui est sécurité applicative. Et ce soir, en fait, il va nous parler effectivement des tests de sécurité, de la sécurité en général, et comment on peut faire résonner en fait ce sujet-là qu'on ne maîtrise pas très bien chez nous les testeurs, justement au sein d'une stratégie de test. C'est quoi la sécurité et comment ça peut s'intégrer en fait dans une vision stratégie de test, donc un peu dans notre monde à nous. Yves, est-ce que tu es là? Tu m'entends? Oui, est-ce que tu m'entends, toi? Je t'entends. Je ne te vois pas, par contre, je ne vois pas de vidéo de toi. Peut-être qu'elle est allumée, mais je ne la vois pas. Tu as une vidéo, Yves? Alors, est-ce que tu me vois maintenant? C'est mieux? Ouais, je te vois. Parfait. Je vais couper mon partage. Mhm. Je vais du coup te laisser partager ton écran. Alors, je vais essayer de partager l'écran. Oh, tu vas réussir à partager ton écran. C'est que Oui, ça. oui, mais alors du coup, je partage l'écran depuis une machine virtuelle à côté. C'est un tout petit peu expérimental, c'est un peu du chamanisme. Est-ce que ce serait pas ça par hasard? Je vois effectivement marqué ACIS, les tests de sécurité. Ça a l'air pas mal. Bon, je pense qu'on est pas mal, effectivement. Eh bien, écoute, je te souhaite bonne présentation et je te dis à tout à l'heure. Merci. Eh bien, donc bonsoir à tous plutôt. Yves Duchesne, effectivement, je fais de l'expertise en cybersécurité. Donc, moi, je ne viens pas du monde du test, contrairement à, j'imagine, la plupart d'entre vous. Je fais de la cybersécurité depuis, disons, une douzaine d'années, principalement de la sécurité applicative web. J'ai commencé à côtoyer quelques personnes issues du monde du test récemment, notamment quelques collègues à moi qui sont issus de ce domaine-là depuis plusieurs années. Et à la faveur d'une intervention au club M4 Test que certains ici doivent connaître, j'ai été amené à justement échanger sur la cybersécurité, les audits de sécurité, etc. Et j'ai fait une presse qui était tellement mauvaise que la Paris TestConf a eu la bonne idée de m'inviter pour en parler ce soir. Et en fait, en réalité, c'était intéressant ce premier échange parce que ça m'a permis un petit peu de me confronter au monde du test. Alors, le monde du test, c'est le monde de la cybersécurité. Ce pas des mondes qui se côtoient beaucoup, mais qui pourtant ont disons, des problématiques en commun. Et donc, je pense qu'il est intéressant qu'on se parle. Donc, c'est un peu prospectif comme démarche. Je suis là pour essayer de proposer une vision, la vision, disons, avec un prisme fort de l'expertise en cybersécurité, ma vision de la sécurité applicative et comment est-ce qu'on organise la sécurité applicative à travers cette thématique des audits de sécurité. Naturellement, je suis ouvert aux questions et à ce qu'on challenge ce que je dis aujourd'hui. Il est même fort possible que je sois celui qui en apprenne le plus ce soir à l'issue de cette présentation, et ce sera tant mieux d'ailleurs pour moi. Et donc, bref, je remercie en tout cas les organisateurs de la Paris TestConf de m'avoir proposé, enfin, d'avoir sélectionné mon papier pour présenter disons, ma vision du sujet. Je pense que c'est intéressant de confronter nos points de vue. Voilà. Alors, les tests de sécurité. Avant de commencer à parler du sujet, on va commencer juste à définir un petit peu, à s'interroger à ce que c'est que la sécurité applicative et sur quoi ça repose, et surtout, après, en creux, sur quoi ça ne repose pas. La sécurité applicative, en gros, c'est le fait de sécuriser une application. Mais c'est quoi une application sécurisée? Au final, moi, j'ai tendance à dire qu'une application sécurisée, c'est d'abord une application qui fait ce qu'elle dit. Et d'ailleurs, tous les processus d'évaluation de certification de sécurité commencent toujours par une évaluation de la conformité. Si vous prenez le schéma CSPN, par exemple, qui est proposé par l'ANSSI, l'évaluation de sécurité contient une partie qui est l'évaluation de la conformité. Parce qu'une application qui ne fait pas ce qu'elle dit, on ne peut pas considérer qu'elle est sécurisée. Dans l'absolu, une application qui ne fait rien n'est pas une application sécurisée. C'est une application qui va protéger les données sensibles, c'est-à-dire qui va implémenter un contrôle d'accès nécessaire aux données et aux fonctions qu'elle porte, qui va implémenter un contrôle d'accès robuste, ça c'est évidemment une des pierres angulaires de la sécurité applicative, contrôler, authentifier, contrôler qui fait quoi, éventuellement avec de la traçabilité, etc. Bon, ça c'est un autre sujet. Et puis c'est une application qui ne comporte pas de vulnérabilité technique.
Donc là, déjà, on voit qu'il y a déjà plusieurs choses qui peuvent être... une application peut pêcher en matière de sécurité sur plusieurs plans. Si elle ne protège pas ses données sensibles ou qu'elle n'implémente pas un contrôle d'accès robuste, on n'est déjà pas sur la même chose. Si elle comporte une vulnérabilité applicative, on est encore sur un autre domaine. Ce ne sont pas des domaines qu'on va adresser de la même façon, ce ne sont pas des choses qu'on va pouvoir détecter et identifier de la même façon. Alors, dans dans la sécurité d'une application, j'ai tendance souvent à résumer ça par cette formule. Il y a les mécanismes de sécurité et la sécurité des mécanismes. C'est un aphorisme absolument brillant. C'est pas de moi, évidemment, comme tous les aphorismes brillants. Alors, tout ça pour dire que les mécanismes de sécurité, ce sont les modules de l'application qui sont fonctionnellement tournés vers la sécurité. Ce sont des parties de l'application qui sont dédiées à la sécurité. L'authentification, par exemple, c'est quelque chose qui est purement tourné vers la sécurité. Ce n'est pas une brique qui a d'autres fonctions que la sécurité. Le contrôle d'accès qui va de pair avec, c'est également un mécanisme de sécurité. La cryptographie, etc. Tout ça, ce sont des mécanismes de sécurité. En face, on doit aussi garantir la sécurité des mécanismes. Et en fait, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un peu la partie cachée de la cybersécurité. C'est tout ce qui va... disons, toutes les anomalies de sécurité qui vont être comprises dans les mécanismes qui ne sont pas, eux, tournés vers la cybersécurité, mais qui peuvent souffrir de vulnérabilités techniques. Par exemple, vous avez une application avec un module de présentation, je ne sais pas, une galerie d'images, par exemple, quelque chose de tout bête. Et bien, dans cette galerie d'images, alors que c'est quelque chose de tout à fait anodin, on peut avoir une vulnérabilité technique qui est introduite à la faveur d'une mauvaise pratique de développement, et votre application en est vulnérable. Idem pour des mauvaises configurations, etc. Donc là, on est sur des modules qui ne sont pas des modules tournés vers la sécurité. Ce n'est pas un défaut dans l'implémentation de la sécurité de l'application, c'est la présence de vulnérabilité technique. Alors, d'un côté, les défauts dans les mécanismes de sécurité, contrôle d'accès, etc. Ça, ce sont des choses qui peuvent être identifiées par les tests fonctionnels. En fonction du scénario de test, alors là, je marche sur des œufs, en tout cas, je suis sur un domaine où je ne suis pas du tout souverain. Il me semble quand même que les tests fonctionnels, on déroule des scénarios de test, des cahiers de test, et les séquences sont faites pour essayer de stresser au maximum et d'envisager tous les cas de figure possibles. Et donc, un défaut, par exemple, de contrôle d'accès ou un biais d'authentification peut être détecté par un test fonctionnel. Il est possible, s'il y a vraiment une anomalie qui est présente sur ces modules-là, qu'un test fonctionnel identifie un mauvais fonctionnement. Il y a également, malheureusement, des défauts dans les mécanismes de sécurité qui ne seront pas identifiés par les tests fonctionnels. De la cryptographie mal implémentée, par exemple, ça, c'est absolument indétectable. Si vous avez quelqu'un qui utilise un algorithme obsolète, ou que vous avez quelqu'un qui utilise un algorithme qui n'est pas obsolète, mais par exemple, il a ses vecteurs d'initialisation à 0, eh bien, ça va donner quelque chose de faible, mais ça, vous ne le verrez pas. Ou alors, le générateur de nombres aléatoires qui est mal initialisé, qui donne de l'aléa, qui n'est pas suffisamment sûr pour garantir la sécurité, c'est quelque chose qui va passer sous le radar en matière de sécurité. Le défaut de protection des sessions, etc., c'est pareil, ce sont des choses qui vont être difficiles à détecter, voire même impossibles par les tests fonctionnels. Donc, les mécanismes de sécurité peuvent être identifiés ou pas par les tests fonctionnels. En revanche, la sécurité des mécanismes, là, on est clairement sur un terrain qu'il est a priori absolument impossible de détecter par des tests fonctionnels. Alors, c'est quoi ces vulnérabilités techniques? Eh bien, on a les injections SQL, la XSS, la CSRF, XXE, les problèmes de manipulation de fichiers, etc. En fait, toute la liste des vulnérabilités applicatives web qu'on connaît, qui sont documentées depuis longtemps, sur lesquelles il y a toujours des petites astuces qui sortent de temps en temps, mais on est quand même sur une base de vulnérabilité qui est, disons, relativement documentée. Toutes ces vulnérabilités, ce sont des mauvaises pratiques de développement ou des absences de protection contre ces vulnérabilités. Et en fait, on va les détecter dès lors qu'on va les rechercher. C'est-à-dire qu'une injection SQL ou une XSS, par exemple, je ne rentre pas dans le détail de la technique parce que ce n'est pas ce qui est intéressant, mais il faut chercher à mener une telle attaque. C'est l'attaque par injection, pour beaucoup. Il faut chercher à la mener pour pouvoir l'identifier. Il est à peu près impossible d'identifier une injection SQL ou une XSS sans le vouloir. Ou alors, et même quand bien même, on ne réussirait pas à interpréter les résultats de ce qu'on fait comme étant la présence d'une vulnérabilité. Donc ça, c'est quelque chose qui passera absolument sous le radar. Les tests fonctionnels ne peuvent pas identifier les défauts de sécurité, disons pas les vulnérabilités techniques. Oui. Donc ce que j'ai, c'est que parfois même, on peut identifier un problème de sécurité, on peut identifier la présence d'une vulnérabilité sans le remarquer.
et sans le relever. Par exemple, le cas typique, c'est que j'obtiens une erreur SQL quand je rentre l'application avec le profil de Madame Lostis ou Jean d'Ormesson ou peu importe. Dans le nom de la personne, dans mon cahier de test, il va y avoir un apostrophe qui va être interprété par le SQL ou par un autre langage, peu importe. Ça va provoquer un bug. On va dire c'est un bug, je vois que ce caractère-là provoque un dysfonctionnement, il y a un bug de sécurité. Non, ce n'est pas un bug, c'est une vulnérabilité. Si on peut, disons, attenter à la sémantique du langage derrière, c'est probablement une vulnérabilité. Et ça, je pense que c'est arrivé à tout le monde de rencontrer ce cas-là, les fameux guillemets qui provoquent des dysfonctionnements. Et bien derrière ça, souvent, il y a une vulnérabilité. Donc, non seulement les tests fonctionnels ou les tests habituels ne peuvent pas ou quasiment pas identifier les vulnérabilités dans le code, et quand bien même elles le font, eh bien, il est possible que vous ne le remarquiez pas, parce que si on ne cherche pas, on ne trouve pas. Donc bref, tout ça pour dire que une application peut être bien écrite, fonctionnelle, dans ce sens où elle passe les cahiers de tests fonctionnels avec succès, où elle réussit son examen de passage des tests de fin de développement. Elle peut être performante, enfin, elle peut être tout ce qu'on veut, elle peut être bien commentée, jolie, bien écrite, avec des nouvelles techno, super sympa, etc. Mais vulnérable. Et ça, c'est absolument pas antinomique. Même s'il y a quand même globalement une tendance qu'on peut voir se dessiner, ce sont plutôt les applications mal développées, mal documentées, pleines de bugs qui sont vulnérables. Pas que. Il y a aussi des applications qui sont mal écrites, peu documentées, vieilles, etc., mal développées, et qui ne sont pas vulnérables. Et en retour, il y a aussi des applications qui sont récentes et vulnérables. Donc la grande question maintenant, c'est de savoir, maintenant qu'on sait ça, maintenant qu'on sait que les tests fonctionnels, en tout cas les batteries de tests, s'ils ne sont pas pensés, réfléchis, conçus pour détecter les problèmes de sécurité, à la fois les problèmes de sécurité des mécanismes de sécurité, mais aussi la présence de vulnérabilités techniques, comment est-ce qu'on fait pour assurer la sécurité des applications web? Ben, ça, c'est la bonne question. Traditionnellement, c'est une question qui est adressée par l'audit de sécurité. L'audit de sécurité, c'est la réponse traditionnelle qu'on brandit pour aller adresser ce problème-là. D'ailleurs, nous-mêmes qui faisons de l'intrusion et de l'expertise régulièrement, souvent nos clients viennent nous voir avec ce besoin, je veux un audit de sécurité, je veux un test d'intrusion, quitte à ce qu'on raffine un peu le besoin ou qu'on questionne le besoin et qu'on le transforme un peu. Souvent, l'audit de sécurité, c'est ce qui nous amène à, à cette démarche de sécurité. Alors, en parlant des audits de sécurité, déjà, la première chose, c'est qu'il y a des audits de sécurité. Et c'est vrai que derrière ce besoin, cette expression de besoin, je ne vais pas dire candide, mais naturelle, naïve qu'on peut avoir parfois, en fait, ça masque plusieurs choses. Il y a plusieurs façons d'auditer une application web. Il y a plusieurs façons de s'assurer qu'une application est sécurisée. Et donc ça passe par quoi? Par plusieurs types d'audits. Alors, un audit, d'abord, c'est quoi? Un audit, revenons aux fondamentaux, un audit, c'est quoi? C'est un état des lieux mené sur une cible bien périmétrée vis-à-vis d'un référentiel selon une méthodologie bien précise. D'accord? Donc, l'objectif, la définition générale de l'audit, c'est quantifier, évaluer le degré de conformité d'une cible à un référentiel en particulier. Et évidemment, faire l'inventaire des non-conformités. Alors bien entendu, en matière de cybersécurité, on va s'attacher à ça, c'est-à-dire évaluer, quantifier la conformité de la cible, identifier les non-conformités. Évidemment, on est toujours dans une démarche où on va aussi proposer des actions correctives, mais la philosophie est la même que n'importe quel autre audit. Prenez un audit comptable, un audit de qualité, un audit, tous les audits sont menés selon la même méthodologie. Et donc cet audit, c'est un peu un contrat d'intervention en fait. C'est une déclaration d'intention. C'est un peu comme une interface en Java, pour ceux qui connaissent un peu le modèle objet, ils doivent être nombreux dans la salle. C'est un contrat technique, c'est-à-dire que ça annonce la couleur. Maintenant, celui qui veut se saisir de ce contrat technique et l'implémenter, eh bien, il fait comme il veut. C'est pas le problème c'est pas notre problème. Mais il y a plusieurs façons de le faire. C'est-à-dire que pour réaliser ce contrat, cette déclaration d'intention, il y a plusieurs façons. D'accord?
mais l'objectif doit toujours être le même. Et donc, les audits de sécurité partagent une chose, c'est l'objectif. L'objectif, c'est identifier les non-conformités, c'est-à-dire les anomalies de sécurité, les vulnérabilités par rapport à un référentiel. Alors, comment ça se passe? Traditionnellement, on utilise une terminologie tirée de la théorie des systèmes. D'ailleurs, je crois que le monde du test utilise cette même terminologie pour parler des tests. On a la boîte blanche, la boîte noire. C'est-à-dire qu'on a la boîte blanche, on est dans une démarche où on a une connaissance pleine et entière du fonctionnement interne d'un système. Donc là, c'est vraiment la boîte transparente dans laquelle on voit l'ensemble des rouages des mécanismes internes. La boîte noire étant l'inverse, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas le fonctionnement interne du système, on doit l'inférer à 100%. Il y a également une voie médiane qu'on va aborder, la boîte grise. Donc c'est globalement, déjà, on va séparer les méthodologies et les typologies déjà par rapport au scénario qu'on va déployer. Après, on va parler un petit peu de la pertinence de ces scénarios, quel scénario est meilleur, pourquoi, les avantages de chacun, etc. On en parlera plus tard. Alors, déjà, sur la méthodologie, j'ai coutume de dire que dans les outils de sécurité, il y a globalement 2 erreurs. La première erreur, c'est de travailler uniquement avec des outils automatisés. C'est-à-dire si on travaille uniquement sur la base d'outils automatiques, ce qui est parfois le cas, mais là, on n'est pas sur un audit de sécurité. On est sur un scan de vulnérabilité, sur une analyse automatisée, une recherche d'anomalies automatisées. Ce n'est pas un audit de sécurité à proprement parler. La deuxième erreur qu'on peut avoir, le deuxième écueil à éviter, c'est de travailler sans outils automatisés. Ces 2 approches-là, selon moi, sont des erreurs. La bonne façon de fonctionner, c'est d'utiliser un outil d'utiliser la technique, l'outillage, mais pour outiller l'expertise d'un auditeur. Une approche comme l'autre mène à un audit incomplet. Un audit qui est mené uniquement sur la base d'un scanner va mener un travail de surface très superficiel, bien que certains scanners soient tout de même très efficaces. Travailler sans outils automatisés, c'est prendre le risque, disons, d'oublier des parties de l'application, d'être incomplet. La technique a quand même ceci de bon qu'elle peut faire des recherches exhaustives. Alors, première partie, la boîte noire. Donc là, la boîte noire, c'est le fameux test d'intrusion. La boîte noire, c'est-à-dire qu'on se met dans la peau d'un hacker, d'un attaquant, qui ne connaît pas le fonctionnement interne de l'application. Donc vraiment, c'est la méthode utilisée pour remplir le contrat d'audit, c'est d'aller simuler le comportement d'un attaquant. Je vais donc prendre la cible, l'attaquer, et voir si ça fonctionne pas. Donc après, en fonction des réponses, on peut adapter les attaques, etc., jusqu'à avoir une offensive qui passe. Mais la méthode, fondamentalement, ontologiquement, un test d'intrusion, un audit en boîte noire, c'est de la sécurité offensive. C'est-à-dire qu'on va attaquer la cible pour identifier les vulnérabilités. C'est assez le contrat est assez simple. Tiens, bon, c'est bon. Le contrat est assez simple. C'est, disons, purement offensif. Pour mener ça, en fait, l'outil principal, c'est l'expérience de l'auditeur. C'est-à-dire que là, ce qui fera la différence entre un audit mené avec, succès ou avec efficacité, et un audit qui est mené, sans succès, c'est l'expérience et l'expertise de l'auditeur ou des auditeurs qui interviennent. En fait, la difficulté de cet exercice-là, c'est que chaque situation est différente. On se retrouve face à des applications qui sont technologiquement, fonctionnellement différentes les unes des autres, qui reposent sur des paradigmes de sécurité différents. On a en fonction de la sensibilité des fonctions, des données, etc., on n'est pas sur les mêmes cas de figure, ça ne fonctionne pas pareil. Il y a en plus souvent l'interférence de systèmes tiers qui rentrent en jeu. Si je dis une application web, eh bien, je suis aussi quelque part tributaire du socle système, du serveur d'application, dans une moindre mesure de l'infraréseau qui me sépare, qui porte l'application, etc. Et puis surtout, on travaille à l'aveugle. Le travail offensif, c'est un travail à l'aveugle. C'est-à-dire qu'on doit inférer le fonctionnement de la cible. On doit deviner comment elle fonctionne. On doit essayer de lire, de deviner ses rouages internes à distance, uniquement en envoyant des requêtes et en recevant des réponses. Alors, c'est pas toujours évident, il y a des choses qui sont faciles à faire. Alors, il y a plusieurs techniques par rapport à ça. On peut provoquer une erreur, par exemple, réussir à provoquer une erreur dans une application. C'est la garantie d'obtenir un nombre d'informations assez intéressant. C'est une technique vieille comme Hérode. Vous provoquez une erreur, en général, vous avez
le langage utilisé, le serveur d'application utilisé, sa version, le chemin sur le file system, etc. C'est toujours très riche d'enseignements. Bref. Et ce que je dis souvent en matière d'intrusion, c'est que 80% du boulot, c'est comprendre le fonctionnement. Ça paraît un peu bateau de dire ça, mais en fait, c'est éminemment vrai. Une fois qu'on sait, vraiment, si on sait vraiment précisément comment fonctionne l'application, l'attaque, la partie compromission, c'est 20% du boulot. C'est quasiment fait. Quand il ne reste plus qu'à exploiter ou qu'à mettre en œuvre l'attaque, c'est qu'on est quasiment arrivé. Le gros du travail, c'est comprendre comment ça fonctionne. C'est aussi pour ça qu'on appelle les développeurs à essayer de masquer au maximum le fonctionnement interne des applications. Mais voilà, donc c'est travail aveugle, on doit inférer comment ça fonctionne, on stresse la machine, on regarde comment elle réagit, et grâce à ça, on arrive à deviner comment ça fonctionne à l'intérieur, et derrière, on peut attaquer. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Évidemment, il y a l'outillage spécialisé, hein. On fait ça à la main. Alors, Burp, c'est l'exemple parfait de l'outil qui est automatisé, mais pas trop. Burp, c'est quoi? C'est un proxy d'interception qui va simplement intercepter toutes les requêtes que vous allez envoyer et les réponses que vous allez recevoir, et qui vont vous permettre de les rejouer, de les modifier, de les tuner, etc., tout en offrant tout un panel d'outils automatisés qui vont permettre de jouer une séquence de tests ou de payload qu'on pourra insérer dans les champs de la requête, etc. Bref, on est à mi-chemin entre le manuel, c'est-à-dire interception des requêtes, et puis, disons, modification à la main, et l'automatisation. C'est-à-dire que ça met la technique au service de l'auditeur, c'est une approche extrêmement intelligente, c'est un outil très bien fait. C'est le couteau suisse de l'auditeur. Quand on commence un pentest, le premier truc qu'on fait, on démarre Burp. SQLmap, qui est un outil dont je ne cesserai jamais de chanter les louanges, un outil d'exploitation d'injection SQL, bref, peu importe, Akunetix, etc. Il y a de l'outillage. Évidemment, l'expertise de l'auditeur ne suffit pas. Elle est nécessaire, mais pas suffisante. Le déroulement est assez simple. Hein. En gros, c'est toujours une démarche qu'on présente comme une démarche itérative, c'est-à-dire qu'on va, dans un premier temps, faire une prise d'empreinte, c'est-à-dire chercher à comprendre qui est la cible, comment elle fonctionne, etc. Rechercher les vulnérabilités, exploiter les vulnérabilités, et lorsqu'on réussit à compromettre un composant supplémentaire, on va obtenir accès à un composant supplémentaire, eh bien, go to 1, c'est-à-dire qu'on itère et on va à nouveau prendre l'empreinte de cette nouvelle cible, etc. Donc, c'est un processus itératif. J'ai juste pas trouvé la route d'Hamming dans les outils de PowerPoint, sinon j'aurais fait une belle route d'Hamming pour montrer que c'était itératif. Tant pis. L'audit en boîte grise, c'est un test d'intrusion, donc c'est la même chose, sauf qu'on ajoute une petite cerise sur le gâteau, c'est que les auditeurs vont disposer de comptes d'accès à l'application. C'est-à-dire que sur des applicatifs, tout ou partie du périmètre fonctionnel peut être protégé par une authentification. Faire ça en boîte noire, c'est donc interdire aux auditeurs d'accéder, du moins dans un premier temps, à ce périmètre. Et donc, de fait, ça va considérablement augmenter la surface d'attaque et la surface d'analyse de l'application. Mais sinon, même méthode, mêmes objectifs, même approche offensive. Et puis, l'audit en boîte blanche. L'audit en boîte blanche, c'est l'audit de code source. L'objectif est le même, encore une fois, on est sur un audit, c'est le contrat qui est le même, etc., etc. Mais la méthode est radicalement différente. Au lieu d'attaquer l'application de façon dynamique pour identifier les mauvais comportements, je vais analyser le code source. C'est-à-dire que la vulnérabilité qu'on va identifier en attaquant une cible, on peut aussi l'identifier en allant voir le code source qui est responsable du module qui va prendre en charge la requête qu'on envoie. C'est le même objectif, ça va identifier la même vulnérabilité de deux façons différentes. D'accord ? En plus de ça, l'audit de code source, il a une vertu, c'est qu'il permet d'aller identifier aussi les mauvaises pratiques. Parce que au cœur de l'application, il peut y avoir des mauvaises pratiques de développement qui ne donnent pas lieu de façon effective à des vulnérabilités, mais qui constituent de fait une dette technique de l'application vis-à-vis du futur, parce que ces mauvaises pratiques de développement pourraient, en fonction de changements, d'évolution, donner lieu à la présence de vulnérabilités à l'avenir. Donc, avec l'audit de code source, on peut aussi questionner ça, on peut même aller plus loin, on peut pousser un peu le curseur, aller faire l'audit de qualité, l'audit, je sais pas moi, de plein de choses, qualité de développement, qualité de code, etc. On peut aller plus loin qu'avec des intrusions, naturellement. Donc, ce travail, il est plus large, évidemment. J'ai parlé de la qualité du code, c'est évident qu'on va regarder la qualité du code. Quand on fait de la qualité, on fait déjà de la sécurité. C'est ce que je dis souvent. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'un code qui est mal écrit, c'est un code qui est possiblement difficile à comprendre,
sur lequel un autre développeur peut se méprendre et pour lequel un développeur pourra, disons, développer un module buggé parce qu'il ne comprendra pas comment le code fonctionne. Ou alors, il comprendra mal et ça provoquera un bug. Les bugs pouvant être disons, des anomalies de sécurité. Ça peut attenter la disponibilité. Simplement, un bug qui fait planter l'application, c'est un problème en disponibilité. C'est déjà de la sécurité. Surtout sur les applications où il y a plusieurs équipes qui interviennent. Hein, on voit très bien que avec le turnover et le remplacement des différents intervenants sur une application, eh bien, on peut avoir une méprise de la part d'un intervenant vis-à-vis du code de l'intervenant précédent. Bref, donc analyse de la qualité du code, des bonnes pratiques dans la sécurité des développements. Donc, est-ce que les bonnes pratiques qui sont conseillées pour éviter d'introduire des vulnérabilités applicatives sont présentes ou pas? On peut étudier la dette technique vis-à-vis des mauvaises pratiques qui ne donnent pas lieu à des vulnérabilités mais qui sont quand même présentes, etc. On peut avoir un avis d'expert sur le profil technologique de la cible. Enfin, on peut faire beaucoup de choses avec un avis de code source. C'est quelque chose de très vaste. Non, je suis remonté. Hop, voilà. Les outils, toujours pareil, l'auditeur expérimenté, c'est absolument nécessaire. L'exercice de l'audit de code source, c'est un exercice qui est difficile. Alors, du coup, j'en parle parce que nous, c'est une expertise qu'on a, mais c'est une expertise qui est assez recherchée, en fait, et assez peu commune, parce que, idéalement, pour avoir un bon auditeur de code source, il faut avoir un expert en cybersécurité qui a été développeur par le passé. C'est mon cas, c'est le cas de plusieurs collègues, mais c'est pas fréquent, en fait, comme profil de... Enfin, surtout aujourd'hui où il y a beaucoup d'experts en cybersécurité qui sortent de l'école, de formations dédiées au sujet, et ils sont directement pentesters en sortant de l'école. Donc, ils ne passent pas par la case développeur, comme c'était le cas par le passé, comme ça a été mon cas, ou le cas de collègues à moi. Les outils, le meilleur outil pour un audit de code source, ça va être un IDE. Un IDE qui permet de parcourir le code, se balader dedans, l'essayer, éventuellement instrumenter des parties du code pour les exécuter à part. C'est le meilleur outil. Un scanner de vulnérabilité, et puis également des outils complémentaires qui vont permettre de renvoyer des indicateurs tels que la complexité cyclomatique, ce genre de choses. C'est toujours intéressant aussi. Mais là encore, on est sur de l'outillage de l'auditeur. On a même possibilité de croiser ces approches. Alors là, c'est absolument, absolument dingue comme truc. Et on peut faire les deux à la fois. Donc, on a à la fois les avantages de l'audit des codes sources et les avantages du test d'intrusion. C'est absolument dingue comme approche. En réalité, c'est même l'approche, pour moi, à mon sens, c'est l'approche la plus pertinente et la plus efficace, efficiente. On identifie le maximum de choses le plus rapidement possible. Enfin, ça a toutes les qualités du monde, cette approche croisée. Si j'essaie de synthétiser un petit peu et de questionner quels sont les avantages et les inconvénients de ces trois démarches, d'un côté, on a le test d'intrusion. Quels sont les avantages du test d'intrusion? C'est d'abord son approche pragmatique et son efficacité. Il y a un bon ROI sur le test d'intrusion. Effectivement, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place facilement, rapidement. Et on peut identifier des vulnérabilités rapidement. Disons, c'est efficace comme travail. Et surtout, la vraie vertu du test d'intrusion, c'est qu'on a une bonne qualification des impacts. C'est-à-dire que lorsqu'une anomalie est identifiée, eh bien, on l'exploite. Et donc, en l'exploitant, on peut qualifier l'impact. C'est-à-dire qu'on sait jusqu'où un attaquant qui l'exploite peut aller. Et ça, c'est extrêmement intéressant dans l'arbitrage qu'on va avoir derrière pour le plan d'action. Quelle vulnérabilité on corrige, quand, quel délai, combien de personnes, quel coût, etc. Eh bien, si on a les impacts et qu'on sait exactement ce qu'il est possible de faire avec la vulnérabilité, c'est très éclairant pour cette prise de décision. Une vulnérabilité qui a un impact critique, on sait qu'on la traitera beaucoup plus rapidement. Bon, en revanche, le défaut du test d'intrusion, c'est que c'est un travail de surface, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne seront pas adressées par le test d'intrusion. Le test d'intrusion va travailler uniquement sur ce qui est offert, ce qui est exposé par l'application sur l'extérieur. Donc, tous les mécanismes internes, tous les rouages internes seront masqués. L'exemple que je prends souvent, c'est l'exemple de la protection des mots de passe. Par exemple, si votre application gère des mots de passe, qu'elle protège des mots de passe, eh bien, elle va stocker ces mots de passe de façon, j'espère, sécurisée. En tout cas, elle va le protéger, disons, avec de la cryptographie. C'est pas trivial à faire. Comment est-ce que c'est fait, ça? C'est important, parce que ça veut dire qu'en cas de compromission, il faut s'assurer que les mots de passe ne seront pas en clair ou ne seront pas cassables facilement. Eh bien, ça, c'est quelque chose que le test d'intrusion ne va pas adresser, parce que de l'extérieur, du point de vue d'un attaquant, ce n'est pas un renseignement qu'on a. On n'a pas de visibilité directe sur le mode de stockage des identifiants de connexion dans la base. Donc, c'est un travail qui reste superficiel. Efficace, bonne qualification des impacts, mais travail de surface. L'audit de code source, à contrario, est plus coûteux en temps, effectivement, c'est un travail plus fastidieux, qui qualifiera plutôt mal les impacts, c'est-à-dire qu'une mauvaise pratique dans le code, ou en tout cas
une vulnérabilité dans le code source ne sera pas toujours exploitable en fonction de plein d'autres choses. Il y a la configuration des composants qui pourra rentrer en jeu, il y a la présence de composants tiers qui peut générer l'exploitation, etc. Il y a plein de choses qui font qu'une vulnérabilité présente dans le code source ne sera pas exploitable. Donc il est difficile, complexe, d'affirmer avec certitude que cette mauvaise pratique, cette vulnérabilité-là, est exploitable, et surtout d'en qualifier l'impact et de savoir jusqu'où elle permet d'aller. En revanche, c'est un travail en profondeur. Et là, l'audit de code source, lui, il est capable d'aller regarder le stockage des mots de passe. Il est capable d'aller tout auditer. C'est-à-dire que l'audit des codes sources appuie sur l'ensemble du périmètre technique de l'application et peut auditer ça en profondeur. Donc, c'est un audit qui est très indiqué lorsqu'on veut faire disons, un audit en profondeur d'une application. Si on a une application critique et qu'on veut l'auditer en profondeur, un audit de code source, c'est quelque chose qui s'impose. Et puis là, l'approche croisée, c'est le truc complètement fou qui va croiser les deux. Donc, ça va être à la fois un travail, on va avoir le travail en profondeur de l'audit de code source qui va permettre d'aller voir très loin dans l'application et à la fois la bonne qualification des impacts du test d'intrusion. C'est-à-dire que ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur une revue de code source et si on identifie une vulnérabilité, on a aussi une version dynamique de l'application qui tourne et on pourra tester les vulnérabilités sur l'environnement. Et donc là, quand on identifiera une mauvaise pratique, on saura si oui ou non c'est une vulnérabilité, on saura en quantifier l'impact, etc., etc. Donc ça, l'approche croisée, c'est à mon sens l'audit le plus efficace, efficient, intéressant en matière de sécurité applicative. C'est celui qui a le meilleur, je trouve, le meilleur rapport en matière de sécurité. L'efficacité, de qualification des impacts, travail en profondeur, c'est vraiment l'approche, celle que je recommande pour pour tout ça. On a le piège de la boîte noire. Je veux juste parler de ça avant de terminer là-dessus et de passer à la suite. Par auditer la sécurité d'une application, on peut être tenté d'opter pour un test en boîte noire. Parce qu'on a dans l'idée que ce test en boîte noire, il va simuler l'attaque l'offensive d'un attaquant externe, et que donc, il va coller à la réalité. C'est-à-dire que je me mets dans la tête du responsable de l'application, je veux vraiment savoir ce qu'un attaquant peut faire, et donc pour savoir ce qu'un attaquant peut faire, eh bien, je vais placer l'auditeur dans la position de l'attaquant. Ça, c'est une erreur. Parce qu'effectivement, on va avoir, en termes de simulation, on va vraiment simuler l'attaque d'un attaquant externe. Ça va être, sur ce plan-là, assez fidèle. Néanmoins, le problème, c'est que ça va considérablement gêner l'audit. Et c'est pour ça que je parle des fois des vulnérabilités de Schrödinger. Il faut pas les vulnérabilités, elles sont dans le code, elles sont présentes, ou pas. Mais elles sont déjà là. C'est pas parce que je vais commencer à observer une vulnérabilité qu'elle va commencer à exister. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas, elles sont présentes ou pas présentes dans un espèce d'état quantique intermédiaire jusqu'à ce qu'on les trouve et que là, elles commencent à exister. Les vulnérabilités, elles sont là. L'objectif, c'est pas de se mettre le maximum de bâtons dans les roues pour simuler l'attaquant. Non, non, non. Ça, c'est une erreur. Ce qu'il faut mieux faire, c'est donner toute latitude et ouvrir au maximum vos livres aux auditeurs pour qu'ils identifient le maximum de mauvaises pratiques et de vulnérabilités. Alors, ça peut parfois vous produire à des chantiers à moyen, long terme un peu pénibles, mais si vous gênez l'auditeur, vous allez identifier moins de vulnérabilités. Et les vulnérabilités sont déjà là. Elles ne vont pas se mettre à exister parce qu'on les trouve. Et c'est un piège commun, classique, dans lequel on tombe souvent quand on n'est pas habitué à ces thématiques de cybersécurité. Bon, alors, par rapport à tout ça, comment est-ce qu'on organise tout ça concrètement, je veux auditer mes applications pour m'assurer qu'elles sont sécurisées. Qu'est-ce que je fais? J'audite quoi, quand, comment, c'est quoi ma stratégie, par quel bout je prends le problème? Alors, d'abord, qu'est-ce que j'audite? Est-ce que j'audite tout? Non. Il y a des choses qui ne sont pas nécessaires forcément d'auditer, de surauditer, de réauditer à toutes les releases. Par exemple, un site web institutionnel qui est purement statique, qui est hébergé de façon externe chez un hébergeur, s'il n'y a pas de problème grave d'image derrière, bon, ça peut s'entendre qu'on ne l'audite pas. En revanche, il y a d'autres applications qui, elles, doivent être auditées. Tout ce qui est en hébergement interne, même s'il y a une DMZ, même s'il y a des mesures de sécurité de défense en profondeur qui sont présentes au niveau de l'infra, ça n'exonère pas de mener une analyse de sécurité des applications parce que il peut y avoir des problèmes dans le filtrage entre la DMZ et le réseau interne et la compromission d'un site web en DMZ peut mener à une compromission interne. On peut avoir des applications qui portent des fonctions sensibles ou des données sensibles. Et bien ces applications-là aussi, même si elles sont hébergées à l'extérieur, par exemple, si vous avez une application de santé qui héberge des fiches, des feuilles de soins, par exemple, c'est quelque chose de sensible qu'il faut sécuriser.
Donc, certaines applications sont auditées, d'autres ne le sont pas. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on sépare le bon grain de l'ivraie? Alors, la bonne façon de faire, en tout cas ma bonne façon de faire, c'est de procéder par les risques. Ça, c'est une constante en cybersécurité, c'est qu'on ne peut pas sécuriser les choses à 100%. Jamais vous n'aurez la garantie que votre système est 100% sécurisé, parce que c'est impossible à faire. D'abord, c'est impossible, parce que vous aurez beau avoir sécurisé, mis tout à jour, vos systèmes avec des règles de filtrage absolument draconiennes partout, etc. Et ben, un attaquant qui trouve une 0day dans votre pare-feu, par exemple, ben, il va mettre tout votre bout réseau à plat, il va vous ouvrir en deux, malheureusement, alors que vous aurez l'impression d'être sécurisé. La sécurité absolue, ça n'existe pas. Ce n'est pas un objectif raisonnable, ce n'est pas un objectif souhaitable. Trop de sécurité, ça va en plus pousser les utilisateurs à s'émanciper des règles de sécurité, etc. Donc bref, on ne peut pas obtenir cette cybersécurité absolue. Donc ce qu'on va faire, et ce qu'on fait, en fait, finalement, assurer la sécurité, ça s'appelle de la gestion du risque, tout simplement. Donc la bonne approche, c'est par les risques. C'est-à-dire que il faut identifier le niveau de risque, les risques portés par les applications. Certaines applications ont des risques importants, d'autres moins importants, etc. Et tout processus de sécurisation commence par une analyse des risques. Le risque, c'est vraiment l'unité atomique de cybersécurité. S'il n'y a pas de risque, eh ben, il n'y a pas besoin de sécurité. C'est une application qui ne porte aucun risque, n'a pas besoin de sécurité, tout simplement. Donc, la bonne approche, c'est de prendre le taureau c'est de prendre ce problème par ce côté, par ce concept de risque, d'accord? Et avoir une stratégie d'audit en fonction des risques portés par l'application. Donc voilà, cette démarche initiale, c'est une démarche absolument centrale en cybersécurité, ce qu'on appelle l'analyse de risque. L'analyse de risque, c'est le début de tout processus et de toute stratégie de cybersécurité. Si vous voulez sécuriser un réseau ou une entreprise, vous commencez toujours par la même chose. Analyse de risque. Pourquoi? Eh bien, on connaît les risques portés par la cible, la structure, l'entreprise, le réseau qu'on veut sécuriser. Une fois qu'on connaît ces risques, en face, on va mettre des mesures de sécurité, une stratégie de cybersécurité capable d'adresser ces risques. Ça s'appelle la politique de sécurité. Bref, on peut procéder de la même façon pour la sécurité applicative. La démarche d'analyse de risque, c'est quelque chose qui est cadré par une norme qui s'appelle l'ISO 27005, qui est très largement calquée sur une méthodologie qui s'appelle EBIOS, portée par l'ANSSI notamment. Comment ça se passe une analyse de risque? C'est toujours la méthodologie. On liste les biens sensibles, c'est-à-dire ce qui est précieux dans l'application, ça peut être des données, des fonctions de l'application. On va lister aussi les sources de menaces. Qu'est-ce qui peut menacer, peser sur le système? Alors, les sources de menaces, c'est extrêmement vaste. Hein. Ça va de l'attaquant externe à l'employé malveillant, au virus, à la crue du siècle, aux rongeurs, etc., au crash d'aéronefs. Enfin, c'est tous les scénarios possibles et imaginables. Et donc, en fait, en croisant ça, on va établir des scénarios de risque en croisant ces éléments. C'est-à-dire qu'on va identifier qu'est-ce qui peut mal se passer, quels sont les incidents, les scénarios de risque qui peuvent venir porter atteinte à nos biens sensibles. C'est-à-dire que moi, j'ai une donnée sensible dans l'application. Qu'est-ce qui peut lui arriver? Quels sont les scénarios? Ben voilà, par exemple, le scénario, c'est une fuite de données parce qu'il y a une injection SQL quelque part. Ça peut être la compromission d'un poste de travail X ou Y qui va permettre d'avoir accès à cette application, etc. Ce sont ces scénarios sur lesquels on va travailler. Ces scénarios, évidemment, on les évalue, on leur attribue une gravité qui va dépendre notamment de deux choses, de la probabilité d'occurrence et de l'impact. Plus un événement préjudicial a de chances d'arriver, plus il sera grave. Plus il faudra disons, s'en préoccuper. Et plus il aura de l'impact, plus il faudra s'en préoccuper. C'est-à-dire quelque chose qui est grave et qui va arriver souvent, c'est quelque chose de critique. Quelque chose qui est négligeable et qui arrive quasiment jamais, c'est pas très important. Donc pour ça, on peut tout simplement bâtir une matrice des risques. Cet outil de matrice des risques, c'est quelque chose d'extrêmement utile, c'est pas très compliqué à faire. Hein, c'est le principe de la matrice, c'est un principe qu'on retrouve partout dans les processus dans les entreprises. Dès qu'on veut croiser des données, on fait une matrice. C'est pas compliqué. Je croise probabilité impact et en fait, je peux tirer. Voilà, alors après, c'est à vous de voir. On peut prendre des échelles à 1, 2, 4, 5 niveaux. Un niveau, ça s'appelle plus une échelle, ça s'appelle un barreau. Et puis en croisant ça, on a x cases à remplir, et puis on peut prendre n niveaux de criticité. Moi, j'ai volontairement pris des échelles à 4 barreaux, parce que s'il y a une échelle à 5 barreaux ou à 3 barreaux, il y a un barreau intermédiaire dans lequel on se trouve tout le temps. C'est-à-dire qu'il faudrait insérer une colonne moyenne, disons,
Et en fait, on aurait toujours tendance à ne pas décider et à avoir des risques qui sont moyens. Donc là, avec une échelle à 4, au moins, on doit prendre parti. Est-ce que c'est mineur ou important? Est-ce que c'est possible ou probable? Donc il faut ça force la réflexion et la prise de décision. Donc quand on a une matrice des risques, maintenant, on sait dans quel cas se trouve notre application. On établit des scénarios de risque, on s'interroge, les risques les plus élevés, on les prend et on voit à quel niveau on est, tout simplement. Et en face de ces risques, on met des stratégies. C'est-à-dire que si j'ai une application critique ou une application qui porte un risque négligeable, je ne vais pas gérer la sécurité de la même façon. D'accord? Pour le risque critique, on va mettre en place quelque chose de, quelque chose d'important, un processus lourd, un processus important qui va avoir en profondeur. Pour une application qui a un risque négligeable, beaucoup moins. D'accord? Alors, comment est-ce qu'on gère la sécurité des développements? C'est quoi une stratégie de cybersécurité? Comment est-ce que je mets ça en place, moi, de mon côté? En sécurité, on a toujours une réponse multiple. On n'a jamais une réponse unique à un problème unique. Un problème appelle toujours une réponse coordonnée, multicanal, comme on dit avec le mot un peu à la mode. En gros, la cybersécurité repose principalement sur 4 piliers. J'ai volontairement éjecté le pilier juridique qui n'a pas vraiment de champ d'application ici, quoique ça pourrait, mais c'est surtout parce que ce n'est pas mon champ d'expertise. On a les piliers organisationnels, humains et techniques. Ce sont vraiment les 4 piliers sur lesquels on peut jouer lorsqu'on veut faire de la cybersécurité. La sécurité, c'est avant tout une organisation et des procédures. L'aspect organisationnel, c'est l'aspect fondamental. Sans organisation, point de salut. Si vous prenez des mesures techniques ou humaines sans que ça soit organisé, cadré, processé, c'est même pas la peine de rêver, ça ne fonctionnera pas. Donc c'est quoi cette organisation? C'est quoi ces procédures? Eh bien, ce sont des référentiels, des fonctions, des responsables, des référents sécurité sur les thématiques, des procédures adaptées, des matrices des risques, etc., etc., etc. Il faut formaliser tout ça pour avoir des processus de sécurité, une stratégie de sécurité écrite, documentée, appliquée, portée, incarnée. Sinon, ça ne fonctionnera pas. L'aspect technique. Alors, l'aspect technique, c'est une brique fondamentale de la sécurité. Évidemment, la cybersécurité, c'est tellement technique que c'en est presque un défaut. Même des fois, parfois, en cybersécurité, on est un petit peu les buteurs de la technique. Et c'est un peu, quand j'ai un marteau, tous les problèmes deviennent un clou, c'est-à-dire qu'on a toujours tendance à brandir des solutions techniques pour tout et n'importe quoi. Donc bref, la technique, c'est quoi? Évidemment, c'est l'audit de sécurité, ça c'est naturel, mais il n'y a pas que ça. Il y a l'outillage des développeurs. Le développeur, on peut lui mettre à disposition des plugins d'analyse de code, par exemple, dans son IDE. Ça existe, ça se fait très bien. On peut outiller l'intégration continue, par exemple SonarCube, ce plug sur les environnements d'intégration continue, sur lequel on peut mettre des jeux de règles de sécurité, etc. On peut outiller le delivery, on peut avoir des scanners de code source qui sont exécutés avant le delivery, en complément ou pas des audits de sécurité, etc. En tout cas, la technique, c'est un élément de réponse, c'est une brique de la réponse. Et puis, les aspects humains, l'enfant pauvre de la cybersécurité, l'humain. Les aspects humains sont absolument fondamentaux, en fait. Il se trouve que tout processus de l'entreprise finira par être implémenté par un humain. C'est comme ça. Et puis, surtout, beaucoup de problèmes viennent des usages, notamment de la formation des développeurs, par exemple. Alors, pour le coup, moi, je suis responsable du modèle de sécurité applicative du master de cybersécurité de l'Université de Rennes 1. J'enseigne là-bas la sécurité applicative. À ma connaissance, le master de génie logiciel, qui est voisin de celui dans lequel j'interviens, n'a pas de cours de sécurité applicative. En fait, c'est comme si on formait des experts en cybersécurité. Pour faire la comparaison avec le monde de l'automobile, on forme des experts en automobile, alors des experts en assurance qui peuvent venir expertiser un moteur qui a cassé, etc., pour savoir pourquoi ça a cassé, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Mais on ne forme pas de mécanos experts dans ce domaine-là. C'est-à-dire que les gens qui sont en premier lieu, en première ligne pour la sécurité applicative, à savoir les développeurs, qui sont ceux qui fabriquent les applications d'aujourd'hui, de demain, eh bien, eux ont une formation qui est, à mon sens, et je ne crois pas être le seul à partager ce constat, même si je ne suis pas quelqu'un de très défaitiste sur la cybersécurité, mais ce point-là, je pense qu'il est partagé par beaucoup de gens, la formation est insuffisante. Donc la formation des développeurs, c'est un enjeu majeur. Puis pour faire exister ce sujet de cybersécurité, il y a d'autres enjeux. Il y a d'autres choses qu'il faut mettre en place, par exemple la création et l'animation d'une communauté.
Ça, c'est extrêmement important. Pour faire vivre cette thématique, il faut qu'elle soit incarnée. Alors, quand on a la chance d'avoir un développeur ou disons un DevOps qui est passionné du sujet, souvent il y en a. Hein, quand on écoute les équipes, des fois, on se rend compte qu'il y a des gens qui sont passionnés de ce sujet-là. Eux, ils peuvent faire vivre ce sujet. Ils peuvent créer, animer une communauté avec des petits meet-up, comment dire, des choses qui vont comme ça stimuler l'intérêt de la communauté et des développeurs pour ça. Et puis des piqûres de rappel. C'est-à-dire que c'est toujours un travail continu, la sécurité. Hein. C'est comme beaucoup de choses. Il faut reprendre, recommencer, recontinuer et faire des piqûres de rappel régulièrement. Bref, les aspects humains sont absolument fondamentaux. Si on si on ne forme pas les développeurs, c'est comme ça qu'on a des problèmes de sécurité. Et donc, en la matière, l'erreur classique que pour ma part, j'ai pu voir souvent, c'est actionner un levier, mais pas un autre. Par exemple, outiller un développeur sans les former. Ça, c'est le syndrome du sapin de Noël. C'est exactement comme intégrer un SIEM ou un IDS dans un réseau sans, disons, s'interroger sur comment est-ce qu'on va l'utiliser. Ça va sonner dans son coin, ça va faire sapin de Noël, mais ça va être inintéressant. Le développeur, il va recevoir des alertes sur les injections SQL, sur plein de choses, etc. Il ne saura pas les traiter parce qu'il n'a pas été formé. Installer un outil de détection sans organiser son utilisation, par exemple, qui l'utilise, qui regarde les logs, qui traite les sujets, qui les porte, etc. Et ben ça, c'est pareil, il faut des choses. Les outils, il faut des référentiels derrière aussi pour les configurer, etc. Je termine rapidement, parce que là, j'ai un peu explosé le compteur. Je pense à Benjamin et Daphné qui doivent s'arracher les cheveux parce que je déborde. Ils m'ont dit que c'était pas très grave, donc je m'en veux pas trop, en fait. Les référentiels qu'on utilise en matière de cybersécurité, un petit mot rapide. Un audit, classiquement, se base sur un référentiel. C'est quelque chose de très normé, très arrêté. Par exemple, l'audit de conformité ISO 27002, c'est un Excel. Hein, on coche les cases ou on ne coche pas les cases. Bon, évidemment, il faut un petit peu d'intelligence et d'expérience et d'expertise pour comprendre si on coche qu'à moitié, un peu, beaucoup ou pas. Et bref, en cybersécurité, on travaille sur ce qu'on appelle l'état de l'art. Donc, c'est-à-dire que c'est un référentiel un peu flottant sur la connaissance disons, sur la connaissance des vulnérabilités actuelles de la communauté cyber. Plusieurs référentiels qui existent. On a le top 10 OWASP. Donc là, l'OWASP, c'est l'Open Web Application Security Project. J'imagine que beaucoup d'entre vous connaissent ça. C'est les 10 vulnérabilités les plus communes. Je voulais juste dire ça avant d'arrêter. C'est-à-dire que ce référentiel-là, bon, c'est un avis personnel, c'est pas un très bon référentiel. Enfin, c'est pas très bien conçu, à mon sens. Il est surtout gravement incomplet, parce que 10 vulnérabilités, c'est très incomplet. C'est pas un référentiel d'audit. Si vous basez votre référentiel d'audit sur votre référentiel de sécurité applicative interne sur le WASP, c'est incomplet. C'est pas un référentiel d'audit. Il n'est pas adapté. Il est possible que vos clients vous challengent là-dessus, mais il faut avoir à minima un surensemble de l'OWASP. Un autre comment dire, référentiel plus intéressant, c'est celui qui est édité par le MITRE, le Common Weakness Enumeration. Ce sont les 25 principales faiblesses logicielles. Il est plus cohérent, lui, déjà. Il est beaucoup mieux fait, mieux pensé, mieux conçu. Il est plus cohérent. Néanmoins, il est orienté assez bas niveau, en fait, pour les langages de développement web, notamment. Tout ce qui est off by one, les integer overflow, etc. C'est des choses qui sont pas du tout dans le scope. Donc bref, il y a tout ça qu'il faut faire un travail de tri. Il y a énormément de CW. Donc là, les 25 sont mis en exergue. Il y en a beaucoup derrière. Faire un travail de tri, d'identification, de sélection des CWE les plus intéressantes, eh ben, c'est un travail qui fait partie de la stratégie de sécurité. Ça permet de définir le référentiel qu'on veut adresser et de baser l'organisation, éventuellement la configuration des outils là-dessus. Voilà. J'ai débordé de 5-10 minutes. Je suis confus. Je m'en excuse platement, Benjamin. Je suis désolé. Ouais, parce qu'on t'a pas dit que tu devais te fouetter sur la place publique. Pardon, excuse-moi. Tu devais te fouetter sur la place publique. Ah, mais non, s'il te plaît, non. Une très grande place à Rennes, entre la place entre le théâtre et la musique. Ah oui, il y a des places, oui, effectivement. Oui. Par contre, j'ai un petit défaut bizarre. Tu dois avoir. Ouais, attends. Juste le temps, tu remettras le mute le temps de répondre du coup. On a 10 minutes de questions avant de clôturer. D'accord, donc je vais te les poser, Yves.
Alors, à quel moment, question de Denis, à quel moment intervenez-vous dans le processus de développement logiciel? Dans un contexte agile, ne serait-ce pas dans une réunion de type très amigos pour mettre en avant les risques en termes de sécurité ou plutôt sur des fonctionnalités critiques, par exemple création de compte utilisateur? Alors, c'est une excellente question. L'assistance à maîtrise d'ouvrage, c'est un outil absolument sous-employé en matière de cybersécurité. C'est une excellente question. Bravo Denis, on ne se connaît pas, mais bon, c'est très bien vu. En fait, souvent, très souvent, on audite une application une fois qu'elle est en production. Enfin, je ne dirais pas que c'est trop tard, mais on audite l'application après coup. Plus on va être tôt dans le processus de développement et plus le processus de sécurité va être efficace. Et effectivement, la maîtrise d'ouvrage, on peut intervenir dès les specs. Là, on intervient avec un client à nous qui veut développer un module et il a su que c'était sensible, il nous a sollicité pour qu'on l'accompagne. Donc évidemment, l'audit, c'est en fin de cycle, mais il y a également une brique qu'on peut poser en début de cycle. En revanche, ce qu'on ne fera pas, les experts en cybersécurité, c'est faire le développement ou accompagner le développement. On peut accompagner sur une stratégie de sécurité, mais ce dont tu parlais, c'est l'assistance à maîtrise d'ouvrage et c'est extrêmement pertinent. Merci Yves pour cette réponse. Du coup, deuxième question de Julien. Existe-t-il des checklists qui peuvent être passées en interne pour préparer au mieux un audit de sécurité? C'est toute la difficulté des référentiels en cybersécurité, c'est-à-dire que c'est pas une réponse qui est facile hein, en réalité, parce que, comme je disais, on se base sur l'état de l'art. Donc l'état de l'art, ça veut tout dire et ça veut rien dire en fait. Et en effet, en interne, souvent, on est confronté à ce besoin de mesurabilité, disons, de comptabilité, d'évaluation interne, qui est tout à fait normal hein, au demeurant. Alors, d'un côté, on a un référentiel comme le WASP dont je parlais, qui est incomplet, qui vous mettra pas à l'abri. Mais en face, il n'y a pas forcément de référentiel type qui soit, disons, utilisable en l'état. Il y a le CW25, par exemple, qui est intéressant, mais qui a un pas mal bas niveau. Malheureusement, il n'y a pas de checklist prête à l'emploi qui permette de s'assurer, ou en tout cas, pas d'acquérir la certitude qu'on soit bien, mais d'avoir déjà un premier travail. Le WASP, de .NET WASP, c'est déjà une première checklist. Même si elle est incomplète, c'est déjà un début de travail. Merci Yves. Question de Alucène. Tu dis bonjour déjà. Les vulnérabilités sont déjà là dans le code. Elles peuvent même être présentes avant son existence dès la conception du logiciel. Quels conseils donnez-vous aux testeurs, aux QA ou autres profils non techniques pour prendre conscience de cette problématique de sécurité? Tu as déjà partagé un petit peu la matrice des risques. Est-ce qu'il y a d'autres mécanismes, d'autres conseils que tu pourrais donner éventuellement pour avoir cette prise de conscience? Alors, la prise de conscience, c'est toujours, moi, ce que je conseille, c'est la formation et la sensibilisation. On intervient beaucoup en formation professionnelle auprès de développeurs. Et effectivement, en fait, ce qu'on note souvent d'ailleurs, c'est qu'il y a un vrai appétit pour la thématique. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une vraie curiosité de la part des développeurs qui disent, mais nous, la sécurité, c'est... Mis en mute. On fait ce travail-là tous les jours, on est intéressé par la sécurité, on sait que c'est une partie de notre travail intéressante. Et en fait, finalement, mon ressenti par rapport à ça, c'est que cette thématique, cet intérêt est déjà là. Il y a une majorité de développeurs qui est intéressée par le sujet. Après, effectivement, il faut les alimenter. Tout ce dont je parlais tout à l'heure, c'était de créer et animer une communauté avec, ça peut être des démonstrations de sécurité, ça peut être des petites conférences, interventions, etc. On fait ça de temps en temps et ça rencontre souvent un intérêt assez fort de la part des développeurs. Merci Yves. Question suivante de Julien. Les frameworks comme Symfony et Laravel, PHP, monde PHP visiblement, permettent-ils de se prémunir de la plupart des attaques depuis l'application? Vu que ces frameworks sont souvent très utilisés, ou c'est plutôt une illusion de ton point de vue? Alors, non, c'est pas une illusion du tout. Alors, si vous êtes très très vieux comme moi, vous avez connu le monde du développement avant les frameworks. Moi, je me souviens avoir vu arriver Struts, par exemple. Alors là, du coup, on quitte le monde de PHP pour le monde un peu Java. Moi, je suis plutôt expert à Java. Alors,
Avant, c'était une espèce de zone de non-droit, il n'y avait pas de framework, chacun faisait sa tambouille dans son coin, etc. Il y a eu l'arrivée des premiers frameworks qui qui ont commencé à occuper la place. Voilà, Struts par exemple en Java. Et puis après, on a eu des choses beaucoup plus sérieuses qui les ont supplantés, type maintenant Spring, hein, tout simplement. Sinon, on a Laravel, Symfony en PHP, etc., des choses très matures. Alors ça, je vais te répondre très franchement, c'est Julien, je crois, qui a posé la question, c'est oui, ça ajoute de la sécurité. Ça ajoute de la sécurité. Alors, je vais prendre un exemple très simple, hein, c'est les frameworks de front, Angular, etc., Vue.js. Ces frameworks-là, pour réussir, en fait, ces frameworks-là, ils portent un risque qu'ils ont à peu près deux grands risques, dont un qui est XSS, bref, l'injection d'interface. Si on ne débraye pas les mécanismes internes de Vue.js, Angular, etc., on est safe par conception vis-à-vis de ces problématiques. C'est-à-dire que les frameworks, aujourd'hui, ils apportent de la sécurité par défaut. C'est-à-dire ce qu'on appelle la security by design, c'est-à-dire qu'on a des mécanismes qui sont sécurisés de base. Et à moins de débrayer les mécanismes et de passer en mode manuel, mais c'est toujours là-dedans que ça réside, hein. C'est la loi de Pareto, c'est 80%, on va faire des choses qui sont bien clean, etc. Et puis on a des besoins un peu spécifiques, on n'arrive pas à faire rentrer ce qu'on veut faire dans les briques du framework, et donc on va se tourner vers un workaround un petit peu malsain. Alors le workaround le plus malsain en la matière étant de débrayer carrément le langage, d'aller faire de l'exécution système pour aller exécuter un truc sur le système. Ça, c'est le truc le plus cauchemardesque et le absolu en sécurité, c'est l'appel de commande pour débrayer carrément tout le langage. Mais pour répondre à la question, c'est non, effectivement. Les frameworks-là intègrent la sécurité. Ils ont tous comment dire, des guidelines en sécurité qui sont toujours intéressantes d'ailleurs à lire. Moi, je les lis souvent parce que ça m'intéresse. Et si vous les lisez, que vous les comprenez et que vous les suivez, eh bien, vous avez déjà de fortes chances d'avoir une application qui est sécurisée. Merci. On va prendre une ou deux questions max encore. La prochaine, c'est... Tu as parlé à un moment donné du syndrome du sapin de Noël. J'allais dire du Père Noël, c'est la période. Du sapin de Noël. Peux-tu expliquer un peu plus ce que c'est, s'il te plaît? Alors, un sapin de Noël, c'est une tradition chrétienne. On prend un arbre, on le coupe et on met des guirlandes dedans. Bon, voilà, il fallait que je la fasse. En plus, je suis né à Noël, moi, donc tu vois, c'est une période que je connais bien. Non, juste pour dire, moi, j'ai mangé et j'ai couché les gosses. Hein, donc, on peut être là jusqu'à 22h si tu veux, et il n'y a pas de problème. Le sapin de Noël, en fait, c'est l'outil qu'on va brancher et qui va sonner dans son coin. Si on ne s'est pas interrogé, en fait, l'outil de détection par excellence, c'est-à-dire le Sonar Cube ou ce genre de choses, si on ne s'interroge pas sur comment on le configure, pourquoi on le configure, qui s'en occupe, qui porte les sujets, etc., et ben, il va remonter un paquet d'alertes, c'est-à-dire qu'il va avoir l'écran va être absolument rouge, il va clignoter de partout, et c'est tout. Voilà, ça va avoir un intérêt purement décoratif. Éventuellement, quand il y a un auditeur qui passe, on peut lui montrer, regardez, c'est beau, on a un Sonar Cube, ah oui, c'est bien. Mais en termes d'efficacité, c'est pas ça. Il vaut mieux à la limite partir sur un jeu de règles restreint, des thématiques cruciales qu'on a identifiées, et partir sur quelques alertes fondamentales, avec derrière une organisation qui se déclenche pour traiter les sujets, qui soit portés et adressés. Ça, c'est beaucoup plus efficace. L'erreur, en fait, comme tous les produits de sécurité, hein, c'est la solution magique, quoi. C'est j'achète un produit qui règle tous mes soucis. Maintenant, avant, j'avais des problèmes de sécurité, mais maintenant, j'ai SonarCube. Ça marche pas, en fait. C'est pas en achetant c'est pas en installant SonarCube qu'on règle ces problèmes. Je sais pas si c'est plus clair ce que je viens de dire, mais. Oui, c'est beaucoup plus clair, pour moi en tout cas. Allez, on va prendre la dernière question et en 30 secondes, je te timebox. Peux-tu préciser la différence entre test de vulnérabilité et test d'intrusion? 30 secondes. Hein. Alors, il n'y en a pas réellement, hein, en fait. À la limite, si la question avait été donne-moi la différence entre un test de vulnérabilité et un audit de sécurité, là, je pense que j'aurais pu répondre. Parce qu'en fait, un audit de vulnérabilité, enfin, un test de vulnérabilité, c'est un test d'intrusion, tout simplement. Le test d'intrusion recherche de la vulnérabilité, c'est-à-dire que l'unité atomique du test d'intrusion, du résultat de test d'intrusion, c'est la vulnérabilité. On recherche des vulnérabilités. A contrario, d'autres audits dont j'ai parlé, notamment l'audit de code source, lui, il ne s'attache pas uniquement à rechercher des vulnérabilités, il peut aussi s'interroger sur la qualité, la pérennité du code, etc., sa maintenabilité, son évolutivité, etc., et puis son niveau de sécurité, ses mauvaises pratiques, la dette technique, et donc l'audit de code source voit plus loin, en matière sécurité, il a un travail plus profond, mais le test de vulnérabilité, c'est un test d'intrusion, tout simplement. Très bien, je te remercie beaucoup Yves
pour cette Mais merci à... Ouais. réponse. On va clôturer la soirée. Je vais arrêter ton partage d'écran pour moi partager le programme de demain. Ah, désolé, je te coupe violemment. Ouais. Tu m'entends encore? Oui, je t'entends. Ouais, et ben je profite pour remercier à nouveau toi et l'organisation de la Paris Test Conf parce que je trouve que c'est très intéressant d'organiser ces rencontres-là. Moi, je suis très intéressé par rencontrer mes homologues testeurs. Je suis sûr qu'ils ont plein de choses à m'apprendre et qu'on a plein de choses à partager parce que ce sont des thématiques connexes et j'aimerais qu'on se parle plus à l'avenir. C'est extrêmement intéressant. Merci, Paris Test Conf. Le plaisir est partagé. Merci à toi. Et donc, je vais repasser pour clôturer notre soirée la main à Yann qui va donner la dernière bafouille, l'ultime bafouille. Alors, je ne sais pas si on peut parler de bafouille, mais en tout cas, moi j'ai passé une excellente soirée. Je remercie grandement tous les speakers de ce soir parce que à chacun des talks, c'était top. Et a priori, je ne suis pas le seul, vu le nombre de questions qu'on a eues sur chacun des talks, justement. Donc, merci à tous. Merci à vous d'avoir participé là jusqu'à maintenant. C'est pas du tout fini parce qu'en fait, c'était juste la première soirée sur les 4. On vous a mis le programme de demain et demain en plus vous aurez le plaisir de retrouver Benjamin, mais cette fois-ci en tant que speaker et on aura un nouvel animateur, enfin une nouvelle animatrice et je pense qu'on est tout bon pour ce soir. Merci encore et je vous dis donc à demain.